Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque lundi à 15h, nous vous proposons l'émission Le Micro des artisans où nous recevons différents artisans, des auto-entrepreneuses, auto-entrepreneurs, pour partager avec vous leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Nicolas, créateur de la cabane d'édition Instant Fugitif à Seynes-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Pareil, c'est un plaisir partagé. Un grand plaisir partagé avec ton grand sourire. On va passer une belle émission, je pense. Je crois aussi. Alors Pierre, pour introduire l'émission, pourrais-tu nous parler de cette activité ? Nous présenter la cabane d'édition Instant Fugitif, tout simplement. Alors, voilà, c'est une cabane d'édition, donc c'est plus petit qu'une maison d'édition. On y reviendra certainement. L'idée, c'est que j'accompagne des auteurs qui écrivent des textes contemporains, qui écrivent de la poésie, des nouvelles, des contes, mais aussi des témoignages ou des essais. Avec un choix, c'est qu'il faut que ça soit des textes qui soient là qui ne soient pas là pour parler pour ne rien dire. René Char disait: tout ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Voilà, donc j'ai beaucoup de patience et beaucoup d'égard pour les gens qui écrivent pour faire bouger les choses dans n'importe quel sens, hein. Il y a plein de choses à faire bouger, plein de manières de faire bouger les choses. Et voilà, et donc non seulement je les accompagne pour produire leurs textes et que leurs textes puissent être connus par des lecteurs, puissent être lus, donc pour que on puisse faire des livres. Donc je les accompagne sur la mise en page, sur la suite, fabrication, etc. Et puis ensuite je les aide à faire diffuser leurs livres. La particularité, c'est que je fais tout ça entièrement bénévolement. C'est les auteurs qui financent eux-mêmes la parution de leurs livres, et tous les revenus des ventes de leurs livres leur reviennent directement. Moi, mon job, c'est d'aider à des gens qui ont écrit des textes à les faire connaître, tout simplement. Et puis donc après, en organisant notamment des lectures spectacles, mais on a aussi un certain nombre d'autres projets, mais les lectures spectacles sont les principaux moyens pour nous de diffusion du travail de ces poètes, écrivains, etc. Donc des textes contemporains, donc ça peut être de la poésie, des contes, des nouvelles, des essais. On parlera des lectures spectacles tout à l'heure. Ouais. Donc des lectures assez courtes, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur le mot cabane d'édition. Alors en fait, ça s'est fait un peu de manière heuristique, j'allais dire, c'est-à-dire qu'un jour je présentais Instant Fugitif à quelqu'un et la personne me dit: oui, c'est une maison d'édition. Je dis: ah non, c'est pas vraiment une maison d'édition, c'est une cabane d'édition. Et puis c'était au départ un jeu de mots parce que je partage l'opinion de Victor Hugo qui disait que les jeux de mots font les gens bêtes, et j'adore les jeux de mots. Et cabane, c'est à la fois parce que c'est plus petit qu'une maison d'édition, parce que on n'investit pas, on n'a pas d'argent, donc on n'investit pas dans les livres et on garde pas l'argent pour nous, mais on fait un travail d'accompagnement et d'accompagnement des auteurs. Mais aussi cabane parce que la cabane, j'ai beaucoup joué aux cabanes quand j'étais môme, avec mes petits neveux, avec des copains, etc. Puis des fois tout seul aussi. Les cabanes, c'est un lieu qui est aussi connecté à la nature. C'est aussi un lieu secret, caché, où on est tranquille, où on est peinard, et voilà. J'aime beaucoup les cabanes. Et puis il y a une chanson de l'affaire Louis Trio que j'aime beaucoup sur le premier album, et une chanson qui s'appelle Cabane en rondin et qui parle de ces idéaux, de ces rêves qu'on a eus quand on était jeune et qu'on n'a jamais réalisé. Moi je les ai réalisés. Voilà. Et il y a cette idée de retour à la proximité. Ouais. Ouais, la proximité, avec c'est un auteur, un économiste. Oui, ouais. Parce que c'est l'arrière-plan, je dirais, au niveau des idées. C'est un économiste des années 70 qui s'appelait Ernst Schumacher et qui n'était pas pilote de Formule 1. Et ce monsieur est l'auteur d'une doctrine qu'on connaît sous le nom générique de Small is Beautiful. C'est quelqu'un qui a fait la démonstration mathématique que les entreprises comme les villes
comme les communes, étaient viables s'ils restaient en dessous d'une certaine taille. Et je crois qu'on s'aperçoit vraiment dans notre monde aujourd'hui que les mégalopoles, comme les méga-entreprises sont des prédateurs, sont carrément des organismes nuisibles, et les mégalopoles sont des machines à détruire l'humanité aussi. Donc voilà, moi je fais une anti méga entreprise, je suis l'anti Google à moi tout seul. Et il y a cette relation avec le côté proche, local, oui, ouais. Et même dans cette idée d'artisanat aussi. Ouais. L'artisan, c'est celui qui fait avec lui-même, qui cherche des solutions, qui se cogne à des problèmes et qui va trouver une petite solution, un truc plus ou moins bricolé, mais c'est toujours bien fait, pour que ça soit fait avec soin. L'artisan, c'est celui qui travaille pour celui qui est à côté de chez lui. C'est un mot qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Je dirais presque plus que le mot d'artiste. Artiste a une valeur aussi, mais l'artisan, c'est celui qui fait et qui trouve toujours des solutions. Ça, c'est une dimension qui me paraît importante. Et comment t'es venue cette idée de la cabane d'édition? En fait, en 2018, c'est l'année où j'ai créé Instant Fugitif. Je venais d'écrire la biographie d'un monsieur formidable qui s'appelle Max Raspail, et qui est un élu, le maire d'une petite commune où j'ai habité, qui a eu tout un parcours militant dans le monde agricole, dans le monde politique, etc. Mais voilà, un vrai politique au vrai sens du terme, la vie de la cité, pas les petits arrangements entre amis. Et c'est une personne pour qui j'ai vraiment énormément de respect. J'ai écrit sa biographie. Et quand j'ai voulu au début on était parti sur le principe d'une auto-édition, mais quand on allait voir les librairies, quand on leur disait c'est une auto-édition, non, ça les intéressait pas. Les seules choses qui les intéressaient, c'était des choses qui étaient proposées par un éditeur. Et puis je venais de monter une société, et je me suis aperçu, j'étais exactement au moment où je pouvais faire des modifications sur l'objet de ma société. Ma société me servait à faire de la production vidéo, on va en parler sûrement un peu plus tard, mais je me suis dit, mais production vidéo ou production de livres, ça va aller ensemble, et du coup, Instant Fugitif est devenu une cabane d'édition. Et donc tu l'as créé en 2018. Décembre 2018, exactement. 2018. Donc tu es bénévole, comme tu as dit tout à l'heure, c'est important de rappeler. Absolument. Tu ne gagnes pas d'argent avec cette cabane. J'aimerais qu'on revienne sur le nom, Instant Fugitif. Comment tu as trouvé ce nom? Alors, si tu me demandes de dessiner un bonhomme, on va bien rigoler parce que je suis absolument nul pour dessiner, et par contre j'ai un goût et un intérêt et une fascination pour la peinture. Et donc comme je suis incapable de dessiner, je me suis mis à la photo. Et un des grands photographes qui m'a beaucoup marqué, c'est Henri Cartier-Bresson, qui est le père de la théorie dite de l'instant décisif et non pas fugitif. L'instant décisif, c'est que selon lui, le photographe, c'est le type ou la nana qui est là au bon endroit, au bon moment, et qui arrive à capter le moment important. Il y a quelques photos célèbres de Cartier-Bresson qui illustrent vraiment très très bien ça. Et donc cette théorie de l'instant décisif, chaque fois que je suis avec un boîtier, je suis journaliste de métier, donc que je dois essayer de rapporter un événement, de faire un reportage sur un événement, j'essaye d'appuyer sur le bouton au bon moment, à l'instant décisif. Et ça m'a marqué. Et puis quand j'ai essayé d'élargir ça à la littérature, le mot, la lecture, mais aussi l'écriture, ce sont non pas des instants, c'est à la fois un petit peu des instants décisifs, mais c'est surtout des instants fugitifs. C'est-à-dire que le mot fixe l'instant, il le capture, mais en même temps le temps continue à s'écouler. Et les mots évoluent et ils vieillissent comme le vin, etc. C'est quelque chose qui le rapport au temps dans la littérature, pour moi, il est essentiel. Et la littérature, la photographie arrive à capturer, à stopper l'instant, un instant décisif. La littérature, elle cajole et elle adopte des instants fugitifs. On va écouter tout de suite une chanson que tu as choisie pour cette émission, mais j'aimerais qu'on aborde
un autre de tes talents également, la musique, qui a toujours fait partie de toi. Alors tu écris des chansons. Oui. Des chansons, des mots. Tu composes. Oui. Tu mets en chanson des textes que tu écris. Oui, absolument. Et tu joues des instruments aussi. Oui. Depuis longtemps. Eh ben, je suis né dans une famille de musiciens. Donc, quand j'étais môme, vraiment, vers 4-5 ans, mon père m'a assis devant un piano. Bon, à cette époque-là, ça me branchait pas tellement. À 13 ans, j'ai découvert AC/DC et je me suis fait une batterie avec des barils de lessive. Et je me suis mis à la batterie là voilà, je suis parti dans le rock. À 18 ans, j'ai dû arrêter la batterie parce que quelques années parce que je perdais l'oreille droite à force de taper comme un sourd sur mes cymbales. Et je me suis mis à la basse, et puis les machines sont arrivées, les synthés sont arrivés. Je me suis mis au fur et à mesure, j'ai réutilisé ce que j'avais appris quand j'étais gamin avec les pianos. Je me suis mis beaucoup aux machines, et puis comme tous les gens dans le rock, tout le monde fait de la guitare, parce que voilà, c'est l'instrument du rock'n'roll. Donc voilà, mais je suis pas un grand musicien. Je suis un passionné de musique, c'est un truc juste vital pour moi, mais je suis pas un musicien très très doué. Mais par contre, voilà, comme disait un certain chanteur, j'ai la guitare qui me démange, ou la basse, ou les claviers, ou les machines, ou la batterie. Et tu as fait partie d'un grand nombre de groupes, une soixantaine. Ouais, une soixantaine, effectivement, oui. Pierre, avant d'ouvrir la porte de la cabane, on va écouter une chanson que tu as choisie pour cette émission. Et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir trois chansons, 3 musiques, et tu as choisi Les Petits Matins que tu as créé, que tu as composé. Alors tu as composé beaucoup de chansons. Pourquoi celle-ci, cette chanson ? Parce que c'est une poésie au départ. C'est une poésie que j'ai publiée dans un recueil que j'ai publié en 2018 aussi, qui s'appelle Ailleurs si j'y suis. Et une poésie que j'ai mise en musique, puisque quand j'écris, la musique a beaucoup d'importance, donc c'est souvent des octosyllabes ce que j'écris, et celle-là se prêtait particulièrement. Et puis comme c'est une chanson qui dit aussi mon envie de projets politiques totalement différents de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur le entre guillemets marché des idées, et que voilà, Instant Fugitif s'efforce de faire diffuser d'autres idées que celles qui sont là aujourd'hui. Ça me paraissait logique. Et on va écouter la chanson que tu as choisie, Les Petits Matins de Pierre Nicolas, et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. C'est prêt à cuire, ont un sale goût de pizza froide, des relents de brosse à reluire et des parfums de matin fade. Socialisme ou libéralisme, capitalisme ou communisme, toutes ces idées sentent le moisi et la poussière d'un monde fini. Fini. Dans militant, y a militaire, dans engagement, y a enrôlement. Je ne suis fidèle qu'à mes frères et à la vie évidemment. Je veux pas de ces rêves tout fripés, enfermés dans leur camisole, ces vieux carcans pourris rouillés qu'on se traîne comme des casseroles. Je veux un monde tout beau, tout fier, un jour tout neuf et tous ensemble, un point levé sur la misère et un ailleurs qui nous rassemble, qui nous ressemble.
soumission. Je ne suis fidèle qu'à la terre et à ses folles contradictions. Je veux plus compter sur les bouffons qui causent de la révolution et se soumettent à l'unisson au coassement du plus con. Du plus con. Je veux plus de morale à deux balles et de discours de la méthode. Je veux que le monde s'emballe pour écrire un autre épisode. Un autre épisode. Oh, chiotte le grand soir et vive les petits matins. Oh, chiotte le grand soir et vive les petits matins. Oh, chiotte les grands soirs et vive les petits matins. Oh, chiotte le grand soir et vive les petits matins. Vous écoutez l'émission Le micro des artisans. Et vous êtes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le micro des artisans en compagnie de Pierre Nicolas, créateur de la cabane d'édition Instant Fugitif à Seynes-les-Alpes dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Pierre, en début de cette deuxième partie, on va rentrer dans la cabane avec toi. Ça marche, bienvenue. Alors tout d'abord, il est important de préciser que la cabane ne publie pas tout et n'importe quoi, il y a quand même une ligne éditoriale. Oui. Alors comme je le disais, il y a une première chose, c'est que je ne publie pas de poésie d'ascenseur. C'est-à-dire si c'est des textes pour dire que voilà les oiseaux sont jolis et les fleurs sont belles, ok, d'accord, mais ça, il y a déjà plein de gens pour publier ce genre de choses. Moi, je suis pas là pour ça. J'aime bien publier des textes qui soient un peu rentre dedans. C'est un peu le point commun de tous les auteurs qui sont publiés chez Instant Fugitif, c'est que c'est les gens qui rentrent pas dans les cases, qui sont pas encadrés dans une idéologie quelle qu'elle soit. Aucune d'entre elles. Je crois que ce qu'on vient d'entendre avec les petits matins dit bien la détestation que je peux avoir pour toutes les idéologies, mais absolument toutes. Et donc je me laisse la sélection là, que je peux faire par rapport à un auteur, il y a d'abord une histoire humaine, une rencontre avec quelqu'un, etc. Je publie une littérature qui me touche. Je sais pas dire, je me donne aucune légitimité pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Pourquoi ? De quel droit je dirais ça ? Pour mémoire, je rappelle que Rimbaud a écrit Le bateau ivre, qui est une œuvre majeure de la poésie, à l'âge de 16 ans, dans un train entre Charleville-Mézières et Paris. D'accord ? Donc, et qu'il y a des tonnes de gens qui, à l'époque, ont dit que c'était mauvais. Voilà. Donc, qui peut se permettre de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon ? Oui, d'accord, on peut juger sur des choses, sur des fautes d'orthographe ou des choses de genre, mais même les fautes d'orthographe, moi personnellement, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'auteur ait mis ses tripes, ses convictions et une envie de faire bouger les lignes de faire bouger les lignes avec ces lignes. Voilà, donc il faut que je sois touché. Le dernier auteur qui va donc rejoindre Instant Fugitif s'appelle Luc Simonet. C'est un comédien qui vit en Dordogne, comédien et metteur en scène, on a pris contact par un biais, il était ami d'une amie, etc. Et puis qui connaissait Instant Fugitif, qui lui a envoyé un des livres de la maison d'édition. Je lui ai dit, mais tu devrais publier là, etc. Et puis Luc m'a contacté. On a eu une conversation téléphonique où il y a eu, tout de suite une rencontre qui s'est faite. Il m'a indiqué où étaient publiés ces textes. Ils sont publiés sur Instagram.
Je suis allé lire, j'ai lu les 14 premières lignes et je me suis dit c'est tout bon lui. Voilà. C'est de l'ordre de la rencontre, presque du coup de foudre. Et d'ailleurs je lui ai écrit comme ça, je lui ai dit mais écoute Luc, c'est un vrai coup de foudre que j'ai pour ton travail. Et c'est la plupart du temps c'est ça. Il faut savoir que j'aime aussi montrer l'évolution d'un auteur. Je pense à Alice Chevalier, qui est la dernière autrice que j'ai publiée. Elle a publié 2 recueils en un seul. Donc le recueil qu'elle a publié s'appelle Essence variable, et dedans il y a 2 recueils. Il y en a un qui s'appelle Essence variable et le deuxième qui s'appelle Belle cacophonie. Elle a écrit Essence variable en premier et ensuite Belle cacophonie. Et ça me paraissait super intéressant de publier les 2 en même temps parce qu'on voit l'évolution d'un auteur. Moi je donnerais ma vie pour voir ce que Rimbaud écrivait avant d'avoir écrit justement Le bateau ivre, etc. C'est super intéressant de voir comment un auteur bouge, avance, évolue, etc. Donc voilà, quand je flash, c'est pour un auteur, c'est pour un travail, et j'essaye de montrer cet auteur dans son évolution aussi. Et donc comment travailles-tu en collaboration avec les auteurs? Donc tu fais des relectures, des corrections, des mises en page? Ouais. Alors, donc principe numéro 1, l'auteur a toujours la décision finale. Ok? Moi, je lui donne un avis, mais qui n'est qu'un avis. Donc, ce qui se passe, c'est que les auteurs m'envoient des textes. Je leur fais un retour sur les textes, mais à aucun moment je vais leur dire tiens, celui-là il me paraît plus faible que celui-là, etc. pour les raisons que je viens d'évoquer. Même si je peux avoir un avis là-dessus, mais c'est juste un avis. Ensuite, je les fais travailler sur la sélection des textes et sur le sommaire. Dans quel ordre on va les mettre? C'est pour l'instant un premier ordre d'idée parce que le sommaire on peut le modifier jusqu'à la fin. Je les fais réfléchir aussi aux éventuelles illustrations. Jusqu'ici, tous les auteurs qui ont été publiés avaient des illustrations, soit faites par eux-mêmes, soit faites par d'autres. On en reparlera aussi sûrement tout à l'heure. Mais je les fais réfléchir parce que j'aime bien la notion de crossover, c'est-à-dire la rencontre entre différents arts, et notamment entre les arts graphiques, qu'il s'agisse de la peinture, de la gravure ou de la photographie, et la littérature. Et puis ensuite, on travaille sur la mise en page et on le fait ensemble. C'est-à-dire que je vais faire toute une partie de la partie technique, c'est-à-dire que je vais mettre les textes dans un logiciel de mise en page professionnel, les textes que les auteurs m'ont donnés, mais ensuite on va finaliser la mise en page, se dire ce texte il est sur 1 page, 2 pages, 3 pages, est-ce qu'on commence sur la page de droite, est-ce qu'on commence sur la page de gauche, comment on met l'illustration, etc. Tout ça on le fait ensemble, parce que pour moi c'est important que l'auteur soit vraiment au centre du truc. Et puis ensuite, donc selon aussi les moyens financiers des auteurs, soit on travaille avec des imprimeurs locaux qui font un travail qualitatif, ça c'est important. C'est le cas par exemple de Laurence Fallot qui a travaillé avec un imprimeur de Pernes qui s'appelle Imprimerie MG, qui fait un travail magnifique sur des papiers superbes, etc. Soit on travaille sur Internet avec une petite scope toulousaine qui s'appelle Coolibri et qui sait publier du livre et ne publier qu'un seul exemplaire du livre s'il le faut. Ce qui est pratique pour les gens qui ont pas beaucoup de moyens et qui veulent et aussi qui disent oui mais mes livres ils vont jamais avoir de succès. Et voilà, ils font fabriquer 30 livres et puis ils s'aperçoivent qu'en 2 semaines ils ont vendu les 30 livres. Alors, on est entré dans la cabane. On est rentré. Maintenant, on va entrer dans les œuvres, on va ouvrir les livres. Alors, combien d'œuvres avez-vous éditées depuis 2018, depuis 7 ans? Alors, le tout premier livre qui a été publié, c'était une biographie donc j'en parlais tout à l'heure, d'un homme politique, d'un militant local qui s'appelle Max Raspail. La biographie s'appelle La vie droit dans les yeux, et ça c'était donc décembre 2018. C'était le premier livre à porter le logo Instant Fugitif. Peu de temps après, moi j'ai publié un recueil de poésie qui s'appelle Ailleurs si j'y suis. Et puis ensuite on a publié le deuxième livre d'une auteure qui s'appelle Laurence Fallot. Donc ce deuxième livre s'appelle L'aile sur le tigre.
Après, en 2022, on a publié un livre d'apophthegme que j'ai écrit et qui a été un dialogue fait avec un peintre contemporain assez renommé qui s'appelle Jean-Marc Brunet. Et ça a été publié par la bibliothèque Inguimbertine, financé par la bibliothèque musée Inguimbertine à Carpentras, mais publié chez Instant Fugitif. Ensuite, il y a eu le 3e livre de Laurence Fallot qui s'appelle Rimes sur le sable. Et la dernière publication, c'est donc le recueil Essence variable d'Alice Chevalier. Alors, pour cette émission, lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours au téléphone, Ouais. Tu as eu cette idée de découvrir certains extraits, certaines œuvres, et de lire des extraits. Alors, on va commencer. On va lire 3 extraits, c'est ça, hein. Tu vas lire 3 extraits. Hein. C'est ça. Le recueil de poésie dont tu as parlé tout à l'heure, Ailleurs si j'y suis. Ouais. Et avec l'extrait qui s'appelle Hagiographie. Alors déjà, pourquoi as-tu choisi cet extrait ? Parce que ce texte, je l'ai écrit un jour de septembre 2012, c'est marqué sur le livre, suite à un échange avec un jeune poète, avec qui on a eu une discussion houleuse et qui lui me disait non, la poésie, faut pas que ça parle de politique, faut pas que ça parle de choses douloureuses, il faut que ça parle de gentillesse, d'amour et de petits oiseaux et du miel et des abeilles. Et donc c'est ce que moi j'appelle la poésie d'ascenseur. Alors je revendique, c'est un jugement de valeur, j'assume. Et ce monsieur est parti. Et je me suis installé à mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur et en 5 minutes j'ai pondu ce texte qui est à la fois un manifeste, un coup de colère aussi, mais qui est depuis le manifeste d'Instant Fugitif. On t'écoute. Hagiographie. La poésie, ma chère, cette putain furieuse à l'haleine flambante, lourde des 1000 alcools des vies qui l'ont croisée. Ce long tunnel d'absence qui digère les mondes, cette place sans nom où s'engendre le beau. La poésie, ma chère, cette pissotière de l'élégance, où les apparences sont trompées par des idées miroirs, tandis que, dans la fange, gémit une alvéole qui donnera le jour à 1000 galaxies. La poésie, ma chère, ce fauve désespéré qui veut rugir encore, et jouir et tuer et déchirer les chairs de ses victimes aimées. Tandis que sous un ciel menaçant le soleil, la jungle des vivants pleure au rythme des mots. La poésie, ma chère, ma maîtresse arrogante qui me crache à la gueule et vomit mes mensonges, me tire à dia, par-delà les chemins, jusqu'à cet endroit pâle où les âmes s'inondent. La poésie, ma chère, est tout cela encore, mais elle ne sera jamais, 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 jamais un art décoratif. Merci beaucoup. Ça va être l'instant lecture. Tu as choisi un autre texte, un autre extrait. Tout à fait. Alors de Laurence Fallot. C'est ça. C'est celui-ci. De Rimes sur le sable de Laurence Fallot, donc qui est le 3e livre de Laurence. Tu vois, j'ai oublié un livre. On a ressorti avant la sortie du livre d'Alice Chevalier, et on a ressorti le premier livre de Laurence Fallot qui a été auto-publié, qui était paru en 2017 et qui s'appelle Sur d'autres rives. Mais j'en reparlerai sûrement un peu tout à l'heure. Alors là, j'ai choisi le texte qui est le dernier texte, en quelque sorte, presque la postface de ce recueil. Et je l'aime beaucoup parce qu'il raconte avec beaucoup d'humour comment, justement, on a travaillé avec Laurence, avec l'illustrateur de son livre, donc Jean-Marc Brunet, le peintre contemporain dont je parlais tout à l'heure. Ça s'appelle Chemin faisant. J'ai fait 7 dessins. Je te les envoie lundi en courrier suivi. Le postier m'a assuré que ça prendra 2 jours. Jean-Marc est toujours très précis. Il a cette capacité rare à être tout aussi bien dans l'abstraction et le concret. Dès mardi, je guettais l'arrivée du courrier. Un soir de novembre,
je trouvais l'enveloppe dans ma boîte aux lettres. Des explosions d'émotions en couleurs bigarrées, tohu-bohu joyeux, d'une énergie turbulente. L'image d'un enfant bondissant, dévalant les collines et les champs, jetant sur les murs de sa chambre ses feux d'artifice d'une main vive, pleine d'une énergie joyeuse et désordonnée. Je l'appelle. Tes dessins traduisent parfaitement l'humeur de ce recueil qui part un peu dans tous les sens. Il rit, nous en rions. Tout en le disant, j'en prends conscience. Les 2 dernières années, envahi par les contingences matérielles, j'avais ruminé, beaucoup, rongé mon frein, souvent. Quand arriva l'été 2023, j'eus enfin le temps de prendre le temps. Boulimie de lecture, j'avalais goulûment les poésies n'importe comment, dans n'importe quel sens, à n'importe quelle page. L'écriture revint en avalanche. Divagation, désordre, pagaille, frénésie, rimes en pétard. Les textes prirent forme, et je nommai le recueil « Rimes sur le sable ». Dès le lendemain, j'envoie à Pierre les dessins, lui raconte mon échange avec Jean-Marc. « Tiens, c'est pas mal comme titre aussi, dans tous les sens, suggère-t-il. » C'est vrai. Face au dessin de Jean-Marc, « Rimes sur le sable » me paraît trop calme, placide, presque plat. Bon alors, t'as une idée ? On n'a qu'à l'appeler Rimes sur le sable. Merci beaucoup. Et le 3e extrait d'Alice Chevalier. C'est ça. D'un livre qui s'appelle Le Bolet. Alors le texte s'appelle Le Bolet, le livre c'est Essence variable. Essence variable. Je suis laid, c'est ainsi, laid depuis tout petit. Les fées sont passées sur mon berceau et sont reparties aussitôt avec une grimace, un rictus dévoilant leur impuissance devant ma moche innocence. Je suis laid. Adolescent, les gens se détournaient. J'avais une impression de banale normalité en croisant le miroir. Tout est en place, rien ne dépasse. Qu'ai-je donc de hideux qui fait détourner les yeux ? Je suis laid. Laissé de côté, par cette société attirée par la vacuité, détournée par des concepts établis et forcés. Je suis donc seul, destiné à apporter ma gueule. Hier, j'ai entendu pleurer derrière la haie. Une jeune femme pleine de larmes, rejetée par les gens qui la jugeaient fanée. Nos regards se sont croisés, nul besoin de se raconter, nous étions de la même lignée. En nous se tenait la panacée, loin de tous les jugements acérés nous est apparue la beauté, à travers nos yeux de bonheur mouillés, l'amour s'est promptement immiscé. Depuis, je suis beau. Merci beaucoup, un grand merci à toi pour ces lectures, de nous avoir fait découvrir ces autrices, ces auteurs, et d'avoir partagé avec nous ces arts. Alors, on a parlé de Laurence Fallot, Alice Chevalier. Ouais. Luc Simonet. Alors, Luc Simonet, c'est donc effectivement un metteur en scène et comédien qui est installé dans la Dordogne et qui écrit depuis très longtemps une écriture qui est très inspirée par la musique. Lui aussi, il est un gros utilisateur de l'octosyllabe, donc c'est quelque chose de très rythmé. C'est très amusant, c'est très profond. C'est une écriture qui est dans une sorte d'insouciance profonde. Parfois, ça peut être pourtant des choses qui sont très tristes. Mais c'est vraiment c'est une écriture qui éclaire. Et donc on s'est rencontrés il y a peu de temps, on se connaissait, on se fréquentait suite à des projets artistiques il y a quelques années, et puis il y a peu de temps une amie commune nous a rapprochés, a envoyé à Luc un texte d'Instant Fugitif et lui dit tu devrais te faire publier ici, et puis voilà, on a échangé. Et comme je le disais, ça a été une sorte de coup de foudre, parce que c'est un peu comme ça que je choisis les auteurs que je publie. Vous travaillez aussi, vous allez travailler avec le Fils de la Liberté. Exactement.
Alors, pour l'instant, nos projets sont sur les lectures spectacles. Il est possible, je le laisse réfléchir là-dessus, mais je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Et que j'étais tout à fait prêt s'il le souhaitait à l'accompagner sur la publication. Maintenant, il faut que chacun prend le temps de réfléchir. Peut-être qu'effectivement l'autre prochain auteur qui sera publié chez Instant Fugitif sera effectivement Le Fils de la Liberté, dont le travail, alors là, est vraiment d'une puissance et d'une une intensité c'est quelqu'un qui a commencé à écrire au moment de la période du Covid et qui a écrit devant sa révolte de ce qu'il voyait se passer aussi bien dans son environnement direct que dans la société en général, et c'est une écriture très forte, très sincère, très directe et qui m'a énormément touché. Et Jean-Marc Brunet travaille avec vous, c'est ça? Ouais. Alors c'est un peintre, hein, Jean-Marc. Alors Jean-Marc, c'est pour paraphraser Jacques Chirac et Édouard Balladur, c'est un ami de 30 ans. Mais c'est vraiment un ami de 30 ans, c'est lui qui en 95 j'avais passé 45 minutes assis devant une de ses toiles dans une exposition, et puis on a discuté ensemble et il a été le premier à lire ma poésie que à cette époque-là je cachais littéralement. Il m'a fait la guerre jusqu'à ce qu'on puisse publier un premier livre ensemble qui était aux éditions Distorsion, donc chez Henri Monnier. Henri Monnier, c'était un des pères du petit marché de la poésie dans le 12e arrondissement de Paris, un imprimeur à l'ancienne qui imprimait au plomb, etc. Et donc on a fait un premier livre ensemble, un premier livre d'artiste qui s'appelait Fracture. Et depuis, on continue à faire régulièrement des livres ensemble, à collaborer ensemble, et surtout à passer des heures et des heures et des heures et des heures à parler d'art, de peinture, de musique, de littérature. Et Jean-Marc, c'est quelqu'un qui, la première chose qu'il fait quand il arrive dans son atelier, c'est d'allumer sa chaîne hi-fi pour écouter notamment du jazz, mais pas que, mais beaucoup de musique contemporaine aussi, etc. C'est quelqu'un qui pratique aussi avec beaucoup d'intensité le crossover, qui s'inscrit dans la tradition de l'abstraction lyrique. Donc c'est un mouvement qui est né dans les années un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, dont le représentant le plus connu c'est Pierre Soulages, mais enfin bon voilà, c'est et l'abstraction lyrique, ce sont des peintres qui ont toujours beaucoup travaillé avec les poètes, qui ont fait des livres d'artistes, et lui il a travaillé vraiment avec les plus grands. Moi je suis un des minuscules poètes avec lesquels il a travaillé, mais il a travaillé avec Fernando Arrabal, il a travaillé avec Bernard Noël qui malheureusement est décédé en février 2021, il a travaillé avec Jean-Clarence Lambert, bref, avec vraiment des très grands noms, avec Michel Butor, etc. Et donc il a accompagné le projet d'Instant Fugitif depuis le départ, et notamment les œuvres de Laurence Fallot qu'il connaît bien et dont il apprécie l'univers assez onirique. Alors, vous organisez régulièrement des lectures spectacles. Alors avant d'en parler, comment t'es venue cette idée de lecture spectacle? En m'ennuyant. J'ai assisté en tant que journaliste à une terrible épreuve, c'est-à-dire un très bon lecteur, quelqu'un qui lisait très très bien, mais qui nous a lu pendant 4 heures l'Iliade et l'Odyssée. Moi j'ai craqué au bout d'une heure, c'était juste insupportable, mais vraiment insupportable. Et il y a une certaine conception de la lecture qui vise à se mettre en avant plutôt que de mettre en avant le texte, et ça me hérisse. J'ai envie qu'on sorte d'une lecture avec une seule envie, c'est de rentrer chez soi et d'ouvrir un livre. Donc j'ai envie qu'une lecture laisse les gens sur leur faim. Et le principe de ces lectures spectacles, c'est des textes, c'est des séquences qui sont courtes, qui doivent faire entre 1 heure, grand max 1 heure et quart, qui doivent être extrêmement rythmées. Donc je demande à chaque fois aux auteurs de lire des extraits, parce que j'aime bien que ça soit des auteurs qui lisent. Ça peut être aussi des lecteurs, mais j'aime bien que ça soit les auteurs eux-mêmes qui lisent, même s'ils sont pas forcément de très très bons lecteurs.
qui lisent leur travail ou le travail des autres, et que ces lectures durent 3-4 minutes, pas plus. Et ensuite on passe à un autre texte. J'aime bien aussi que ça soit un minimum mis en scène, c'est-à-dire qu'on peut être dans une pièce et se déplacer d'un point à l'autre de la pièce, etc. Et puis j'aime bien qu'il y ait des crossovers, donc qu'il y ait par exemple des musiciens qui viennent jouer pendant la lecture, accompagnés avec leurs instruments une lecture, qu'il y ait des danseurs qui viennent soit danser pendant la lecture, danseurs ou danseuses, soit danser après la lecture, qui est... Alors là, ça c'est un projet, mais j'aimerais bien qu'on puisse aussi faire ce qu'on appelle du public painting, c'est-à-dire travailler avec des peintres. Là, je pense à un d'entre eux, qui est Thibaut Lecor, avec qui on a déjà un premier projet de public painting en musique. Mais j'aimerais bien arriver à convaincre Thibaut, je sais pas s'il écoute cette émission, de venir un jour à poser ses toiles avec ses aquarelles et de venir peindre le temps d'une lecture. Voilà. Et c'est important pour vous, pour ces lectures spectacles, que ce soit des moments de création à plusieurs, que chacun mette la main à la pâte, qu'il y ait ce lien. Ouais, il faut qu'il y ait une rencontre. Avant les lectures, il y a un moment qui est très très important et qui se passe pas en public, ça, c'est qu'on bouffe ensemble. Donc tous les artistes intervenants se retrouvent. Je leur prépare un plat, voilà, c'est n'importe quoi, etc. J'adore faire la cuisine. Pour moi, c'est la même chose que de faire de l'art. Et je les réunis autour d'une table. Et puis on discute, voilà. Et puis j'ai réuni des gens qui sont tous d'accord pour faire des choses ensemble. Mais quand ils arrivent, ils savent pas ce qu'ils vont faire forcément. Bon, certains arrivent en disant je vais lire tel texte, etc. Mais il y en a d'autres qui disent tiens mais dis donc, il est vachement joli ce texte que t'as écrit, tiens mais est-ce que je peux le lire? Et voilà, et les chassés croisés se font comme ça entre les auteurs, entre les artistes, et ça se fait naturellement. On essaie de faire quelque chose qui soit prévu, parce que un spectacle, pour que ça soit rythmé, il faut que ça soit quand même relativement cadré, etc. Et en même temps improvisé, pour qu'il y ait de la spontanéité dans ces lectures. On va parler des lieux où vous produisez. Alors vous produisez souvent à l'Alternateur, à Seynes-les-Alpes, un lieu associatif, culturel et social. Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu? C'est un lieu extraordinaire. Tout simplement. Voilà. Non, c'est un super lieu, mais comme il y a ici à Serres, il y a le SEM, c'est un lieu où il y a justement des rencontres entre tous les arts, entre tous les artistes, où ce sont des lieux de diffusion avec une salle de spectacle pour qu'on puisse diffuser les choses. Alors l'Alternateur, c'est vraiment, il y a une vraie salle de spectacle, il y a un vrai système son, des lumières, etc. Et puis il y a aussi un espace d'accueil à côté qui est très sympa. Et c'est un lieu qui a été monté par 5 femmes de Serres qui avaient envie qu'il se passe quelque chose dans la vie culturelle serrois, de Serres, excusez-moi, de Seine. Voilà. Donc ces 5 femmes se sont lancées dans ce projet. Il y en a un certain nombre qui sont restées impliquées, puisque Isabelle, Prisca et Myriam, donc qui sont parmi ces 5 fondatrices, sont maintenant des salariés de cette association et la font vivre. Et c'est aussi un espace de vie sociale, donc un lieu qui permet l'accueil d'activités, de réflexion sur la sécurité sociale de l'alimentation, de choses de genre. C'est un projet qui s'est mis en place depuis 2021, qui a ouvert ses portes en 2021 et dont le succès va croissant parce qu'il répond à une vraie demande de rencontres entre tous les publics, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les éleveurs du coin qui viennent le mardi soir pour jouer à la Moon ou à d'autres jeux de société, et puis les jeunes du coin qui viennent à des soirées mix sur de la musique tropicale, et puis des joueurs d'échecs, et puis des cafés philo, et puis il y a vraiment, on y trouve aussi ce qu'on apporte. C'est vraiment un lieu d'éducation populaire au meilleur des sens du terme. Alors même si tu es du côté de Seynes-les-Alpes, vous recherchez d'autres lieux, notamment dans les Hautes-Alpes. Absolument. Ça, c'est important de se diversifier aussi, de rencontrer de nouvelles personnes. Absolument. Ouais. On a commencé à faire effectivement des lectures
dans le Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence, et on aimerait bien aller dans les Hautes-Alpes, pourquoi pas aussi la partie est de la Drôme. Il y a tout un coin là, tout un pays qui a qui est sur ces 4 départements, mais qui a une sorte d'identité commune, un petit peu férocement indépendante aussi quand même, avec des gens qui ont des projets, qui veulent pas faire les choses comme on les fait partout ailleurs, et qui défendent aussi un certain nombre de choses sur la qualité de vie, etc. Donc voilà, il y a tout ce croisement là entre ces 4 départements. Donc on aimerait, et ça c'est là je suis sur la radio du peuple, donc je profite pour faire un appel au peuple, mais vraiment voilà, si vous avez un lieu culturel et que vous avez envie d'accueillir des lectures qui vont faire briller les yeux des gens qui vont venir participer, et ben voilà, vous aurez tous les moyens de nous contacter tout à l'heure. Alors Pierre, toi de ton côté, tu as longtemps animé des ateliers d'écriture, et ça c'est une vraie volonté aussi de ta part de transmettre, de découvrir aussi le processus de création des auteurs. Ça c'est pas évident. Ouais, alors j'ai eu une relation compliquée avec ces ateliers d'écriture, j'en ai fait pendant très longtemps, dans les années de 90 à 2000. Et il y a toujours, vous l'avez entendu tout à l'heure quand je parlais de la sélection des œuvres, je veux surtout pas avoir la posture de celui qui sait. Je sais pas grand-chose. Je ne suis pas le détenteur d'une vérité quelle qu'elle soit. Et à bout d'un moment, ça m'a tracassé que les gens dans les ateliers d'écriture me posaient comme celui qui savait. Je sais rien du tout. La seule chose que j'aime proposer avec ces ateliers d'écriture, c'est les mots se décomposent. Le travail des sémiologues par rapport à ça est super intéressant. Il y a le son qui forme le mot et puis le sens du mot. Et on peut s'amuser, on peut décomposer les choses de manière très très amusante. Et la poésie, qui est un croisement entre la musique et le texte, c'est vraiment un croisement de ça. Je vais prendre un exemple célébrissime et tout à fait littéraire, vous allez voir dans son influence. C'est un certain Marcel Gottlieb, grand dessinateur de bande dessinée, et qui est notamment a dessiné les Rubriques à Braque, qui expliquait que son papa avait apporté au zoo un cochon qui était devenu un peu sauvage, et qui s'appelait Jersey. Et donc la moralité de cette histoire, c'était « E pericoloso sport Jersey ». Voilà. Donc comment on peut démonter une phrase en phonème et lui donner un sens. Alors on peut faire la même chose avec les sirènes du port d'Alexandrie, les Irènes du port d'Alexandrie, les 6 reines du port d'Alexandrie, etc., etc. Voilà. Donc j'aime beaucoup faire des ateliers d'écriture basés sur des jeux pour que les gens se libèrent de cette... Des fois, on a un peu l'impression que les mots, c'est une prison, qu'il faut écrire comme ça, comme ci, comme ça, et puis se formater. Au contraire, la poésie prend du sens et la poésie se fabrique et s'élabore et se mitonne, j'allais presque dire, quand on essaye d'avoir la plus grande liberté possible avec les mots et à la manière dont on écrit. Et le but de mes ateliers d'écriture, c'est ça. Donc toi, tu écris beaucoup. Est-ce qu'il y a des autrices, des auteurs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Oula. Toute la littérature américaine contemporaine, notamment des gens comme Chuck Palahniuk, Bret Easton Ellis, des choses comme ça. Mais aussi Gustave Flaubert, qui a été ma première rencontre littéraire. Je pense notamment à un recueil de nouvelles qui s'appelle Un cœur simple, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Voilà, c'est une des maîtrises de la littérature à un point le plus élevé qui soit. Flaubert est d'ailleurs un de ceux qui m'a amené à lire mes textes, puisque Flaubert avait dans sa grande maison une pièce qu'il appelait son gueuloir. Et quand il écrivait un texte, une fois qu'il avait fini la partie vraiment purement d'écriture et que il avait bien vérifié tous les mots, etc., il allait dans cette pièce et il déclamait ses textes tout seul, à très forte voix, pour voir si ça sonnait.
Et ça, c'est ce qui m'a amené à commencer à lire non seulement les textes des autres, mais aussi les miens, et à les évaluer aussi en les lisant. Et puis je citerai mes influences, c'est vraiment, j'aime beaucoup aussi la littérature africaine, Mongo Betty, des gens comme ça. Il y a vraiment étonnamment plein de choses, mais même Ian Fleming. J'adore Ian Fleming, même si c'est je suis désolé, je vais dire un gros mot à la radio, mais c'est un gros con raciste et macho, à un degré d'une débilité incroyable, mais c'est un formidable raconteur d'histoire. J'aime aussi beaucoup Stephen King. J'aime pratiquement beaucoup de choses m'intéressent, des poètes japonais, je vais faire une liste. Et puis après, il y a des gens dans les chanteurs qui m'ont influencé, et il y a notamment une personne, c'est Bernard Lavilliers, qui est alors certes un gros frimeur et un m'as-tu vu comme c'est pas permis, mais il y a un de ses textes qu'il a écrit en 72, qui a été vraiment le texte qui m'a donné envie d'écrire à mon tour de la poésie. Et c'est un texte que tu as devant tes yeux. Exactement. Rien n'est préparé, hein. Rien du tout. C'est totalement improvisé. Donc le texte Utopia. Exactement. Une chanson qui s'appelle Utopia, c'est ça? C'est pas une chanson. En fait, il le déclame on entend en bruit de fond, un boxeur qui s'entraîne. Donc c'est vraiment du slam, quelque part. On t'écoute. Je chanterai le nouveau monde, né de la zone et de l'ordure. En ces temps-là, vos belles actions passaient toujours par l'écriture. Vous vous gaviez de projections, de projets sérieux, de futur. Pendant que l'ordre et la répression vous alignaient contre les murs. Vous ronronniez pour le vieux monde dans l'opposition objective, respectant la règle et la ronde dans vos manchettes maladives. Ça sentait le médicament, la frustration et le soumis. Ça puait déjà l'électron, le temps qui passe. À crédit. Des technocrates maigrichons vous prédisaient des jours meilleurs. Des aurores de l'expansion à la sournoise nuit des chômeurs. Vous faisiez du lard aux ceintures. Les pancartes au bout des bras mous faisaient des cercles dans l'ordure où vous vous traîniez à genoux. Les barbares, qui montraient leurs crocs aux barrières des périphériques, ricanaient, remplaçant vos mots par des cris de guerriers celtiques. Vous en aviez froid dans le dos, bien qu'expliquant ce phénomène, vous essayiez de rentrer tôt, détestant les milices urbaines. Vous nous regardiez en ces temps. Inventez une autre musique, faite de violence et de sang, d'ignorance et de prophétique. Votre raison vous pesait lourd dans vos masochistes partouzes, dans vos dérisoires amours, votre révolte et vos ventouses. La petite gauche vivotait, frileuse comme une alouette, vos bars, vos fêtes, vos congrès, vos chanteurs, vos peintres, vos poètes, votre raison, votre droiture, vos illusions, vos habitudes, vos soumissions, votre culture. Vos ambitions, vos certitudes, cette lucidité bidon qui remplaçait si bien les tripes, était sinistre et sans passion et militante et castratrice. Elle vous bloquait le creux des reins comme un calcul diabétique et vous laissait sur votre faim de bien nourris et d'asthmatiques. Nous rêvons d'une autre planète, en ce futur, t'en souviens-tu? Nous tirons des plans à facettes vers des comètes disparues. Nous installons nos mines d'or sur des podiums itinérants où nous jouons toujours très fort de la guitare et du vent. Nous pressentons une cassure, une crevasse nette et sanglante, une balafre dans l'azur, un cran d'arrêt dans le silence, une fissure dans le certain, une embolie dans la finance, un détonateur dans la main, un embarras dans la nuance. Nous vivons au ras des pavés, n'ayant jamais connu la plage, et jamais le roi des étés ne s'est inscrit au paysage. Nous avons la haine au profond, une haine fondamentale, de la hiérarchie et des cons, du quotidien et du fatal. Merci beaucoup. Et merci Bernard également. Ah ouais, effectivement. Pour ce texte. J'aimerais qu'on revienne sur la poésie. Alors c'est une vraie passion pour toi. Qu'est-ce que tu aimes dans la poésie?
Ce que je disais tout à l'heure, ce croisement entre la musique et les mots, qui sont les deux choses que j'aime. Quand j'étais gamin, à l'âge de 8 ans, il y avait deux bibliothèques dans la maison. Il y avait une bibliothèque avec les livres accessibles à tout le monde et la bibliothèque de littérature. Et à l'âge de 8 ans, j'ai eu les clés de la bibliothèque de littérature. Ça a été mon cadeau d'anniversaire et j'ai adoré ça. Les mots ont toujours été, comme la musique, les choses les plus porteuses de sens que je connaisse, des outils vraiment puissants pour faire évoluer les choses. J'ai coutume de dire que les poètes et les politiques ont un point commun, c'est que on veut tous changer le monde. Mais il y a une différence, c'est que nous, les poètes, on y arrive. Et la poésie, la littérature change le monde. Les textes qui ont été fondamentaux pour faire évoluer le monde, depuis la Bible en passant par le petit livre rouge de Mao, c'est des livres qui ont fait changer les choses, c'est des livres qui ont fait bouger les choses, et c'est des livres qui ont été à l'origine de beaucoup de choses. Je pourrais citer la Bible, mais je pourrais citer aussi bien le Coran d'ailleurs, ou le Maharaj. Et voilà, donc les livres sont importants. La musique, c'est un art majeur, comme la poésie, comme le disait Aristote. Et là, vraiment, voilà, la poésie, c'est la rencontre entre le mot, le sens, le son. Berlioz disait la musique, c'est du bruit organisé. Et ben, la poésie, c'est de la musique organisée par le sens. Et comment perçois-tu la poésie en décembre 2024? Son évolution, son image aussi peut-être Alors, la poésie est toujours vivante grâce au rap, grâce au slam, grâce à des gens comme Grand Corps Malade. La chanson actuelle, j'avoue que j'ai un peu l'impression que c'est l'électroencéphalogramme plat en matière de poésie. Il y a eu des gens comme Thomas Fersen, etc., qui sont allés chercher des choses. Voilà, là, pour l'instant, on a l'impression que le niveau du texte est, comme le disait Gottener dans une de ses chansons, niveau du texte nul. Ça va pas chercher vraiment très très loin. C'est très très artificiel, très très convenu. La poésie n'intéresse pratiquement plus aucun des grands éditeurs. Flammarion, qui était un grand éditeur de poésie, continue à faire des choses, mais bon, voilà. C'est des petits éditeurs qui sont beaucoup plus grands que Instant Fugitif, mais des gens comme Le Chêne, etc., qui continuent à faire vivre la poésie, à se battre. Il y a ici dans le coin un éditeur de poésie formidable qui s'appelle La Boucherie Littéraire, qui est vraiment, si vous voulez lire des choses inimitables, c'est une très très bonne adresse. Il y a rien à acheter dans les livres de La Boucherie Littéraire, mais il y a toujours des poètes. La poésie elle est increvable, elle peut pas s'arrêter. Il y a toujours des grands poètes français comme Dominique Sampiero par exemple. Il y a toujours des gens qui continuent à forger les mots tranquillement dans leur coin et à continuer à avancer, qui sont écoutés par 2 personnes, mais c'est toujours 2 personnes. Et qu'est-ce que t'apporte toutes ces activités que tu fais, ce qui t'anime, ce qui te passionne dans ce que tu fais? Et ce qui me passionne, c'est la première chose, c'est je suis un curieux, j'étais le gamin chiant qui apparaissait de son temps à demander à ses parents, et alors pourquoi le truc il est comme ça, et pourquoi l'autre truc il est comme ça, etc. J'étais le pénible. J'ai toujours été curieux, je crois que c'est pour ça que je suis journaliste aussi, parce que c'est un métier où la curiosité est indispensable. En faisant cette activité de micro-édition, de cabane d'édition, je rencontre des gens, ce que je fais aussi avec mon métier de journaliste, et je rencontre aussi bien un sculpteur sur métal que 2 heures après le président d'un club de pétanque. Et moi, ils me passionnent tous.
qui sont passionnants à des degrés complètement divers, mais ils sont tous passionnants. Donc ce que j'aime, c'est les rencontres avec les gens. Ce que j'aime aussi lors des lectures spectacles, c'est les rencontres avec le public, les discussions avec le public qui renvoient des choses étonnantes à chaque fois. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que je parlais de ma curiosité, je suis passionné d'histoire contemporaine. J'aime bien comprendre ou essayer de comprendre, parce qu'on n'y arrive jamais à comprendre en fait. C'est une sorte de but qu'on poursuit, etc. Et quelque part, ce travail autour de la poésie m'explique plus de choses sur le monde que tous les bulletins d'actualité que je peux écouter, même si voilà, je lis beaucoup et je lis des journaux et j'écoute la radio, etc. Je ne regarde plus la télévision depuis 1991, mais par contre je m'informe, etc. et c'est très important. Mais parfois je comprends plus de choses sur le monde qui nous entoure en discutant avec des poètes que en lisant des essais futiles extrêmement brillants. Et puis toute dernière chose, il y a un truc qui est la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est que j'aime bien fréquenter la beauté sous toutes ses formes, la beauté ou la grâce, et je m'efforce d'y passer le plus de temps possible, que ça soit en regardant les montagnes chez moi ou en lisant ou en rencontrant des gens. On va effectuer une deuxième pause musicale, si tu veux bien. Ça marche. Une deuxième chanson qui s'appelle « Contente-toi de moi », que tu as composée. Absolument. Également. Alors pourquoi tu souhaitais qu'on diffuse cette chanson ? Je suis parti de cette réflexion de se dire qu'on a toujours des gens autour de nous qui nous incitent à nous dépasser, à être le meilleur de nous-mêmes, etc. Et des fois, voilà, on a envie de leur dire, écoute, contente-toi de moi. Et on va écouter Contente-toi de moi de Pierre Nicolas. Et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Contente-toi de moi, de mes lourdeurs pataudes et de mes crises de foi, de mes rêves qui rôdent, jamais aux mêmes endroits, de mes chères fureurs, abandonnées dans l'heure. Contente-toi de moi, de cet être loyal, à défaut d'être honnête, de ce soldat sans loi, sans pays et sans quête, qui pisse sur l'idéal en rêvant de tes bras. Contente-toi de moi, je ne suis rien que moi, je n'ai rien à te vendre, te voler, te promettre. J'ai pas de commission sur mes compromissions. J'ai donc rien à gagner à être autre chose que moi. Je sais bien, c'est pas grand-chose, pas de quoi affoler même le second marché. Mais au moins, ma chérie,
c'est de la vraie tête de nœud. De la pure tête de con. C'est ton homme. Rien qu'à toi. Vénarde. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans avec Pierre Nicolas, créateur de la cabane d'édition Instant Fugitif à Seine-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Pierre, Instant Fugitif, c'est aussi une société de production vidéo. Alors tu es en train de réaliser un documentaire, tu es en train de travailler sur un documentaire, c'est ça ? Sur le travail du peintre Jean-Marc Brunet. Voilà, alors c'est un documentaire que j'ai tourné en février 2020, juste avant le Covid, et j'ai interviewé donc le peintre dont j'ai déjà parlé, Jean-Marc Brunet, dans son atelier, mais surtout je l'ai interviewé sur sa relation avec 3 grands poètes français avec lesquels il a travaillé. Donc il y a Bernard Noël qui est vraiment qui est décédé malheureusement en février 2021. Il y a Jean-Claros Lambert qui a été le secrétaire particulier de Paul Éluard et qui est l'auteur d'une véritable somme sur le groupe d'artistes contemporains Cobra, qui est un groupe d'artistes vraiment importants en français, néerlandais et belge dans les années 70 et 80. Et puis enfin il y a Jean Orizet qui est le créateur des éditions du Cherche-Midi, qui est un homme de lettres dans le sens le plus classique du terme, avec toujours dans un très bel appartement dans le 4e arrondissement. Il a comme voisin de palier Dominique de Villepin, toujours avec le petit foulard, etc. Un homme d'une culture extraordinaire. Et donc j'ai interviewé Jean-Marc Brunet et ces 3 poètes sur le lien qui unit la poésie et la peinture, et le lien qui les unit au travail de Jean-Marc Brunet, et Jean-Marc Brunet sur le lien qui unit la peinture et la poésie, et sur son lien avec ces 3 poètes. Donc ce documentaire s'appelle Paysage intime, et donc il va être présenté, alors il a déjà été présenté dans un premier montage lors d'une exposition de Jean-Marc Brunet à la bibliothèque Inguimbertine à Carpentras à l'occasion du Printemps des Poètes en 2022, et il va être présenté dans un nouveau montage plus complet là à l'Alternateur en mars 2025, toujours à l'occasion du Printemps des Poètes, et notamment en lien avec le réseau des médiathèques de Provence-Alpes-Agglomération. Et tu as réalisé un autre documentaire qui s'appelle Oser l'espérance. Absolument. Et c'est un jeu de mots, puisque comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les jeux de mots. Oser, c'est en fait le nom d'un village des Alpes de Haute-Provence, A-U-Z-E-T, un village qui, en 1990, ils étaient 40, et maintenant ils sont 100. Ils ont créé 24 emplois, 5 entreprises, et des entreprises bien ancrées dans leur réalité locale, hein, c'est pas la Silicon Valley. C'est une démonstration que, oui, un petit village de moyenne montagne peut se sortir de la difficulté et peut ne faire autre chose que disparaître. Parce qu'en plus, ce village, il est sur aucune route, sur aucun itinéraire marquant. Donc, quand on va oser parce qu'on choisit d'y aller. Et les premières images du documentaire commencent d'ailleurs par une voiture qui est dans la vallée du Besse avec une voix off et qui tourne sur la gauche pour monter vers Oser. Parce que aller à Oser, c'est un choix. Mais maintenant, Oser est une destination prisée, avec notamment un bistrot de pays qui est ouvert, qui accueille régulièrement les événements et qui est un lieu très très fréquenté, une boulangerie qui s'est créée, un centre musical rural qui emploie 14 personnes et qui peut avoir une capacité d'accueil de 90 personnes, qui s'appelle la Fontaine de l'Ours. Voilà, il y a eu dans ce village une équipe municipale qui s'est retrousser les manches et qui s'est craché dans les mains
et qui a travaillé, qui a monté des dossiers, qui a vraiment travaillé d'arrache-pied. Ça a été vraiment un boulot très très important, et qui a réussi à sortir ce village de l'ornière parce qu'il était en train de disparaître, à faire revenir des éleveurs, à faire revenir des jeunes. Et là, ça s'est concrétisé en 2020 avec le passage de relais, avec une nouvelle équipe municipale dans laquelle il y a plein de jeunes. Et voilà, c'est une très bel exemple que on peut faire une économie respectueuse aussi bien de l'environnement que des êtres humains. Qu'on peut construire ça, qu'on peut faire vivre un paysage, qu'on peut faire vivre un village de moyenne montagne, et qu'il n'y a pas de fatalité. Pierre, on a parlé de la cabane d'édition, des œuvres, des lectures spectacles, mais maintenant on va aller vers l'avenir, vers le futur. Quels sont vos projets ou vos dates prochaines d'événements, si tu as ça en tête? Alors, il y en a beaucoup. En matière de lecture spectacle, donc il va y en avoir qui vont se faire dans le Vaucluse, à l'Arbrock Café à Velleron, et on ne sait pas encore à quelle date. C'est un lieu formidable qui a été créé par deux frères jumeaux, Franck et Stéphane, et dans lequel il y a des tonnes de manifestations et beaucoup notamment de crossovers. Donc on est allé les voir avec Alice Chevalier et Laurence Fallot pas plus tard que ce samedi, et on les a rencontrés, et donc on va organiser une lecture chez eux durant le printemps. Il y aura d'autres lieux dans le Vaucluse, mais là par contre je peux pas trop en parler parce les dates vont être annoncées, on doit caler les dates avec les organisateurs. Alors dans les Alpes de Haute-Provence, il va y avoir des lectures spectacles et des lectures tout court qui vont avoir lieu à l'Alternateur. Donc il y en a une qui est déjà prévue lors des Nuits de la Lecture, qui seront le 25 janvier prochain, donc c'est un samedi. Donc le soir, il va y avoir des lectures, des ateliers d'écriture, des ateliers de mise en musique des mots et des ateliers pour apprendre à lire en public, animé par une comédienne. Tout ça va se passer donc à l'Alternateur. Donc ça va commencer, on va dire vers 18h 19h. Il y aura plus d'informations sur le site de l'Alternateur, l'Alternateur 04 je sais plus l'adresse mail. Vous tapez l'Alternateur Seine-les-Alpes et vous trouverez, Google vous le trouvera en tout cas. Et donc ça se poursuivra le dimanche 26 matin, avec un brunch qui sera un brunch où il y aura un peu un rendu de ce qui se sera préparé pendant la soirée du samedi 25. Ça, ensuite, au mois d'avril, il va y avoir Rémi Marie, qui est un essayiste, un auteur, et j'allais dire quelque part, je vais dire le mot philosophe, ça va sûrement pas lui plaire, il va me taper dessus, mais quelqu'un qui en tout cas qui réfléchit au sens des choses et qui identifie des concepts, qui a beaucoup réfléchi, alors qu'il vivait au Canada, maintenant il vit sur Digne, qui a beaucoup réfléchi sur l'image et l'évolution de l'image depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et Rémi va nous faire ce qu'on appelle un arpentage littéraire. Alors ça, c'est un vieux machin, un vieux concept de l'éducation populaire qui est absolument fabuleux, qui consiste à séparer entre une dizaine de personnes les extraits, découper un livre en 10 extraits, demander à 10 personnes de préparer une lecture et puis aussi de donner leur avis sur ce texte, et lors d'une soirée de partager cette lecture. Donc c'est une sorte de joyeux démontage collectif d'une œuvre littéraire. Alors on va choisir des œuvres qui vont pas être très très longues pour que ça soit pas trop long et pénible, toujours dans ce principe de faire des choses qui soient vivantes. Et la dernière est prévue pour le mois de juin, là aussi les infos sur le site de l'Alternateur. Ça sera avec Alice Chevalier, dont j'ai oublié de dire que c'est une formidable comédienne de théâtre. Et ça va s'appeler Lecture hilarante, donc on va être 2. Et l'idée, c'est de montrer à tout le monde que la lecture, c'est pas... Allez, je vais encore dire un gros mot, c'est pas chiant. Ça peut être au contraire très drôle, qu'on peut s'amuser soit avec des textes qui sont drôles par nature, comme par exemple les Brèves de comptoir de Jean-Michel Ribes. Il y en a une qui a ma préférence, qui est la poésie, même si c'était un sport, ça me ferait chier.
Ça peut être aussi des extraits de Pierre Desproges, ça peut être Jean-Louis Chifflet, enfin voilà, des choses de genre, mais aussi des choses qui ne sont pas du tout écrites pour être drôles, mais qui, lues d'une certaine manière, peuvent être très drôles. Et vous verrez un peu, par exemple, ce qu'on peut faire avec le mode d'emploi d'un aérosol. Tout un programme. Tout un programme. Pierre, KTB Radio est une radio libre, tu le sais. Absolument. Souhaiterais-tu dire, exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix, qui soient en lien avec ton activité ou non? T'as envie de passer un coup de cœur, un coup de gueule, ce que tu veux. Alors je vais me permettre carrément d'en faire deux. Le premier, c'est que j'ai une cause qui m'est très chère, c'est que j'ai été alcoolique pendant 43 ans. Et je me bats maintenant pour aider les personnes qui cherchent à se débarrasser de cette addiction. J'ai créé donc un projet qui s'appelle Alcool Parole. Alors alcool sans S et parole avec un S. Qui est l'idée c'est à la fois des rencontres qui s'appellent Y a-t-il une vie après l'alcool, que j'organise un peu partout là aussi dans cette zone sur les 4 départements. L'idée c'est aussi de créer des groupes de parole qui soient aussi bien pour les alcooliques qui souhaitent se débarrasser de leur addiction que pour les proches. Il faut savoir que l'alcool est en cause dans 67% des violences conjugales et 74% des féminicides. Donc c'est vraiment une chose importante. C'est un facteur aggravant d'un certain nombre de situations. Je ne me souviens plus de la statistique sur les accidents de la route, mais les accidents mortels qui mettent en cause l'alcool il y a un nombre phénoménal. Ensuite, donc ça c'est vraiment une chose importante pour moi. Il va y avoir d'ici au début du mois de janvier un site internet qui s'appellera alcoolparole.fr, donc tout attaché avec un S à parole, et il y a déjà une page Facebook qui s'appelle alcoolparole tout court, et puis un mail qui est alcool.parole, toujours au pluriel, @gmail.com, pour ceux qui voudraient avoir des renseignements sur ce projet et qui souhaiteraient soit accueillir, soit proposer une rencontre Y a-t-il une vie après l'alcool, ou qui souhaiteraient participer à des groupes de parole, qu'ils soient eux-mêmes alcoolodépendants ou victimes, proches d'un alcoolodépendant, excusez-moi. Et un deuxième sujet que tu voulais aborder? Ouais, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est que je voudrais que KTB puisse continuer à exister très longtemps et puisse continuer à exister bien ailleurs, bien au-delà que de Serres, et je trouve que c'est un projet formidable. J'ai découvert que KTB c'était le mot, c'était quelque chose autour de dire, etc. Je crois que le travail qui est fait ici est juste essentiel. Et je suis abasourdi de savoir que ce travail risque de s'arrêter pour de simples raisons de financement. Voilà. Alors, on va pas s'arrêter. Et ben voilà. Ça sera en pause, mais on va réorganiser la radio. Et voilà. Donc on ne sera plus dans ces locaux. S'il y a des gens qui ont trop d'argent, s'il vous plaît, prenez contact avec KTB. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces remerciements. Ça nous touche et ça me touche. Comment on peut te contacter? Tu as des réseaux sociaux? Alors j'ai un réseau social sous mon nom, Pierre.Nicolas. Pierre Nicolas, oui. Vous pouvez me contacter par mail tout simplement, pierre.nicolas@outlook.com. Ça c'est le plus simple. Ou alors, bien entendu, par le mail que je viens de donner par rapport à Alcool Parole, et pour instant fugitif, instant au pluriel, point fugitif au pluriel aussi, @gmail.com. C'est parfait, tout a été annoncé. On a tout dit. On va écouter la 3e et dernière chanson que tu as choisie pour l'émission, Quelle aura singulière, de Raoul Petit. Pour quelle raison? C'est une chanson, alors c'est un des 3 grands albums de Raoul Petit, qui est un groupe du Vaucluse. Raoul Petit, c'est un projet absolument étonnant qui réussit à utiliser une musique
qui est inclassable, qui est très proche de celle de Frank Zappa, qui est un des plus grands artistes contemporains, qui utilise vraiment la musique au service d'un texte. Et là, ce texte, c'est une histoire. Alors, je vais pas vous la dire mais comme quoi on peut arriver à faire une chanson étonnante, vigoureuse, sur un thème pas évident du tout. Vous allez découvrir en écoutant la chanson. Et on va découvrir en écoutant la chanson qui s'appelle Quelle aura singulière de Raoul Petite. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple. Il est arrivé sur le quai. Il s'est arrêté, juste en face de moi. En face de moi. Et alors, il n'y eut plus personne. D'autre que lui. Et son sourire était du genre extraterrestre. Dans son regard brillait la vie. Quelle aura singulière. Et enfin, nos yeux se sont croisés. 1, 2, 3 secondes, et le métro est arrivé. Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission, malheureusement. Eh oui. Il faut se quitter. Merci Pierre d'avoir participé à ce programme, de nous avoir transmis ta passion des arts, des mots, de l'écriture, de nous avoir fait découvrir les œuvres aussi de la cabane. Tout à fait. Et merci à toi Romain de ton accueil et de l'accueil de KTB Radio. Un grand merci. Est-ce que tu peux donner tes contacts une deuxième fois? Alors, donc pour tout ce qui est effectivement concerne Instant Fugitif, instant au pluriel .fugitif au pluriel @gmail.com. Pour le projet par rapport à l'alcool, alcool.parole@gmail.com, parole étant au pluriel. Et puis moi personnellement, pierre.nicolas@outlook.com. Donc n'hésitez pas à contacter Pierre si vous avez une question, des informations. Un grand merci, Pierre. Alors merci à toi et à bientôt. À bientôt. À bientôt.
Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit, les applications de KTB depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux également. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Pierre Nicolas, créateur de la cabane d'édition Instant Fugitif à Seine-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.